commence. Je vais vous épargner la traditionnelle présentation du 139 parce que je vois beaucoup de têtes connues et je pense que vous connaissez à très bien connaître ce lieu et pourquoi on organise ces rendez-vous mensuels. C'est dès jeudi. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir quelqu'un de particulier, un homme assez pressé, un homme très occupé, puisque ça fait un petit moment qu'on essaye de comment dirais-je, de joindre nos agendas pour arriver à organiser ce moment. Et je suis très content que ça arrive aujourd'hui, puisque on va le voir dans l'échange, mais là où tu en es dans ton projet de TOT, je pense que c'est un bon moment pour nous dire ce que tu fais, d'où ça vient et vers où ça va. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Legrand, qui est le fondateur et le directeur de TOWT TOT. C'est tout. Je te propose de prendre Merci infiniment Maxence, merci depuis le temps qu'on se connaît, d'avoir effectivement tiré ce fil et qu'on soit là aujourd'hui, c'est un moment très fort. Merci aux équipes, et merci à vous tous d'être nombreux au 139. J'habite à 150 mètres d'ici, à vol d'oiseau, et c'est doublement spécial que je viens vraiment voisin, je suis tout le temps là, mon vieux biclo rouge est devant et je fais mes courses dans le coin, donc je suis vraiment là, on en parlait, rue Bougainville, donc je viens avant tout en voisin en tant qu'Avray et ravi d'échanger sur les sujets avec vous. Et merci beaucoup à toi, Maxence, d'avoir tout ça et au 139 de m'accueillir aujourd'hui en toute humilité. Merci à toi. Donc, rentrons, je te propose tout de suite dans le vif du sujet. On va parler des cargos à voile, qui est l'activité qui t'occupe quand même beaucoup, de ce que je comprends, qui s'appelle TOT ou TOWT. Est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire, TOWT, et qu'est-ce que c'est? Ça veut dire transocéanique. Wind Transport Out. Et on a commencé dès 2010 à transporter des marchandises par la force du vent et donc de façon transocéanique parce que c'est comme ça que ça marche le mieux, parce qu'on est beaucoup plus... on utilise notamment l'Alizé, les autoroutes du vent et sur des marchandises qui peuvent se valoriser sur les voiliers. Notre histoire, donc depuis 2010 jusqu'à maintenant, a été pendant très longtemps une histoire d'affrètement de voiliers existants, de voiliers traditionnels. Avant de commencer à construire, voyons s'il existe ce marché, on va dire, comme dans l'agriculture, il y a le bio, comme dans le commerce international, il y a l'équitable, face à un transport maritime qui est absolument omniprésent, 90% des produits autour de nous, qui est très nivelé par le bas, il ne sait pas, ne peut pas se décarboner, il aimerait bien, mais c'est difficile quand on regarde véritablement l'état de la décarbonation du transport maritime, nivelé par le bas socialement, mais ce n'est pas le sujet d'ici. On pense qu'il existe un chemin pour être mieux disant, et ce n'est pas un retour en arrière, le vent, ce n'est pas l'apparent anachronisme de s'éclairer aux chandelles, c'est 2020, tournant des années 2020, quand on fait nos designs de navires, le carbone est là, dans l'air, mais il est surtout en termes de mât, composite de matériaux, et donc on a une vraie révolution là-dessus sur la puissance des voiles. Le routage est là, largement inspiré de ce qui se fait dans la course au large, et on arrive à mettre ensemble toutes ces innovations technologiques, il y en a environ presque une cinquantaine, donc je passe les détails, sur une flotte de 8 navires, des sister ships, des navires jumeaux qui sont en propulsion principale vélique. Ce sont des navires qui font une immense majorité de leur route, toutes machines, moteurs éteints, au pluriel parce qu'il y en a deux. On est capable d'avoir des marches hybrides à très faible régime et tenir des ETA, tenir des caps et donc à des taux de décarbonation après un an d'exploitation des deux premiers navires qui s'appellent Anemos et Artemis à 2 grammes CO2 par tonne par kilomètre. Des grammes CO2 par tonne par kilomètre. Le truc casse-tête. C'est comme ça qu'on exprime les bilans carbone. Un porte-conteneur de 10 000 boîtes, c'est environ 30, 35. Totale transparence n'existe pas sur ce sujet-là, mais je ne rentre pas dans le détail non plus. On est à 2, et donc on valorise, avec des navires dont le port d'attache est Le Havre, des exports New York sur des produits vins spiritueux, des produits manufacturés, mais des produits finalement assez démocratiques, la bonne maman d'Andros, etc. Et beaucoup d'imports café, y compris sur cette place café qu'est Le Havre. On opère nos navires depuis maintenant 10 escales à Fécamp. Et alors, en exclusivité, vous avez bien fait de venir ici. Non,
Information, vous savez qu'il y a la Transat Café l'Or, hein, donc on a un navire qui s'appelle Artemis qui a quitté Matane au Québec il y a 5 jours maintenant. Il y a en Atlantique Nord 3 dépressions très haut placées qui nous permettent, donc nous on va naviguer vraiment en périphérie des dépressions, il nous faut du vent, hein, il faut pas. Et donc on pense qu'on va pouvoir mettre Artemis devant le quai Guinée Nord, c'est-à-dire devant Sifrigo vers le NSM, là, quelque chose comme j'ai dit, mais personne ne le sait. Et donc on va revenir au Havre pour fêter ce grand départ, et on va essayer en tout cas avec toujours du conditionnel et beaucoup d'humilité, c'est les bateaux, la voile et les différents aléas opérationnels. On vient de Colombie avec du café, etc. Les douaniers nous regardent pour être là. Donc soyez les bienvenus. Alors peut-être pas à bord, mais en tout cas venir nous dire coucou quand on sera là de retour au Havre. Et donc 2 navires, je les évoquais à Nemos Artemis. 6 sont actuellement en construction, dont d'ailleurs 3 dans la ville jumelle du Havre. Si vous savez laquelle c'est. Laquelle? Non. Non, Da Nang, exactement. Et exactement, au Vietnam, où on a eu une équipe. Et donc, nos navires commencent par leurs noms commencent par des A et finissent par des S. Hein. Anemos, Artemis font référence à des divinités grecques qui nous inspirent en termes de valeur, en termes de sens. Et donc, Atlantis arrive en livraison en mars 26 et Atlas en juillet 26. Et ensuite, Archimedes... je les ai presque oubliés, donc avec des livraisons tous les 4 mois pour être donc à 8 navires opérationnels à l'été 27. Alors effectivement, la particularité, c'est que ça a été créé, tu l'as dit, en 2010-2011, TOWT. D'ailleurs, on dit TOWT ou TOWT? On dit TOWT. Alors, ça a été créé en 2010-2011, mais au départ, pas de navire. C'est-à-dire que pour tester cette idée que tu avais qu'on pouvait avoir une alternative de transport maritime, tu t'es appuyé sur des navires existants. Et c'est finalement assez récemment que c'est arrivé l'idée de pouvoir construire tes propres navires. Alors, dès le début en germe, on se disait en 2010, un jour on va construire les grands voiliers cargo modernes, mais on partait d'extrêmement loin. Déjà, le secteur maritime ne se sent pas du tout dans ces années-là concerné par la décarbonation. Hein. Les années 2010, 2017, 2018, l'élément de langage du maritime, j'étais déjà chez Armateurs de France, c'est nous embêtez pas trop. Le transport maritime, c'est le transport le plus décarboné au monde et de loin, ce qui est totalement vrai factuellement. À la tonne transportée, le transport maritime est 15 fois moins carboné qu'un camion, 100 fois moins carboné qu'un avion. Et donc, allez regarder les autres sauf que le transport maritime, c'est 90% du transport mondial et en valeur ajoutée, c'est déjà quelque chose comme le 3/4e émetteur mondial si c'était un pays. Donc, en fait, la valeur ajoutée est énorme et surtout, on ne sait pas brider cette croissance de ces émissions-là. On essaie réglementairement, mais réglementairement très vite, à 12 000 des côtes, hein, donc c'est pas loin, c'est 20 km des côtes, on est déjà dans les eaux internationales. Pardon, je réponds de façon elliptique, mais le transport maritime, donc, ne se décarbonant a priori pas, ne sachant pas le faire, on fait ce constat-là. On fait également le constat que des évolutions technologiques dans la voile nous permettront de construire ces voiliers cargo. Mais effectivement, en 2011, pas un rond, pas un design, pas de... Voilà, donc on utilise des voiliers existants jusqu'à 2018-19. D'ailleurs, au Havre sont venues galantes aventures des goélettes traditionnelles avec du rhum et quelques tonnes de café à bord. 1 kilo transporté sur 1 000 nautiques à la voile et sans moteur, c'était déjà une petite victoire. Et on a été finalement dans une sorte de politique des petits pas, donc beaucoup de persévérance, donc d'une conquête de marché, de dire le transport qui est invisible, qui n'a aucune valeur, qui est le parent pauvre, clairement, de la chaîne de valeur dans un monde complètement mondialisé. Existe-t-il une source de valeur là-dedans? Y a-t-il un importateur de café qui veut le faire là-bas? Y a-t-il un exportateur de vin qui veut le faire? Et donc, avant d'arriver sur... Donc, il y a 2 mots, marine, marchande. Et donc, avant de traiter l'aspect marine au sens technologique, flotteur, navire, design... Je passe les détails, mais on a quand même designé des navires qu'on a fait construire et qu'on a financé. On a avant tout pensé à l'aspect marchande. Existe-t-il, sur une proposition, disons, d'un transport bio, un marché? Existe-t-il des gens qui veulent valoriser leur terroir, et pas que sur du luxe, mais également, et pas que sur quelques tonnes, mais sur plusieurs dizaines de milliers de tonnes? Et donc, pour ça, on a utilisé, finalement, des navires qui étaient des navires du siècle du 19e ou du 20e siècle. Et on a validé différents jalons. Dès le départ, l'idée du design de nouveaux navires existait, mais c'est en marchant, en négociant, qu'on a créé finalement ces premiers voiliers cargo modernes qui se sont d'ailleurs largement inspirés
de certaines bonnes techniques du passé. Notamment, vous le voyez, si vous situez nos navires, le bout dehors, par exemple, on a donc le Beaupré qu'on a devant, donc cette espèce de mât qui va vers l'avant. Le mât de Beaupré, vous le voyez chez les vieux gréements, vous le voyez aussi chez nous. On ne l'a pas fait à des fins esthétiques, certains trouvent ça beau. On a fait ça parce qu'en fait, ça nous permet d'envoyer énormément de toile sur l'avant, et notamment ce J0, on va dire ce grand phoque qui est établi sur l'avant, qui est une voile de presque 700 mètres carrés, et qui d'ailleurs est souvent établie toute seule et nous permet de faire du 10 nœuds et demi, rien qu'avec cette voile-là. Donc évidemment, plus on va chercher loin devant sur son point d'amure, plus on peut remonter au vent. C'est comme ça que les anciens avaient observé et construisaient leurs navires, et nous, les mêmes causes ayant les mêmes effets, on a également construit ce Beaupré de vent pour être efficient à la voile. Certains trouvent les navires des anciens beaux esthétiquement, d'autres trouvent les nôtres beaux. On dit souvent que l'œil est comme le vent, en fait. Il a tendance à voir quand les navires sont bons marcheurs qu'il y a quelque chose qui... Voilà. Et les caisses de savon, c'est pas très beau, mais c'est parce que ça marche pas très bien non plus, y compris sur certains motor-sailors ou des voiliers qui, certaines fois, ont des qualités qui sont moindres. Et quelqu'un qui, à la limite, n'y connaîtrait rien en CFD, en architecture navale, etc., souvent, rien qu'à l'œil, on voit assez vite un navire bon marcheur ou faible marcheur par rapport au ratio toile, déplacement, etc., etc. Donc, ce sont des navires de la classe Phoenix, c'est bien ça? Tout à fait. Qui est une classe qui existe ou que vous avez... Non, on l'a appelé comme ça. C'est la classe Phoenix, c'est la génération A. C'est tous les mêmes. Il y aura peut-être de la classe B et C. Pourquoi Phoenix? Une petite anecdote, on est là pour ça. On habitait à Douarnenez. On a développé notre entreprise entre 2016 et 2019, donc en Finistère Sud. Et donc, on était des négociants à la voile. On avait jusqu'à 4-5 expéditions maritimes organisées en même temps. On avait des Hollandais, des Anglais qui étaient sous nos fenêtres face au môle. Et on avait de l'huile d'olive, du café dans les magasins bio. On a une petite boutique. Et le 15 novembre 2017, tout ça a brûlé jusqu'au sol. On a appris après que tout ça a d'ailleurs été fait de façon non accidentelle et humaine. Et le sujet n'est toujours pas refermé. Ceci dit, on s'est retrouvés en l'espace de quelques heures absolument démunis de tout. Véritablement, on n'avait plus rien. Même, on avait ce qu'on avait sur nous. On se dit peut-être à ce moment-là que passer de ce schéma d'affréteur de vieux gréements, etc., à on va les construire, ces voiliers cargo. Et puis, aller lever des dizaines de millions d'euros, aller mettre un design, aller gérer le shipbuilding contract avec des gros, le contrat de construction navale avec des gros chantiers, etc. C'était le moment, d'une certaine façon, je pense, qui nous a... cristalliser là vraiment dans cette voie-là, dire bon, on tourne la page maintenant, et donc d'où le Phoenix qui finalement n'est qu'une cendre, mais ressort de là avec une capacité à traverser les murs et à faire des choses parce qu'on traverse des mois et des années qui suivent ça, qui d'un point de vue stress et compagnie ne sont pas tout à fait dans la norme, et ça nous permet peut-être d'avoir ce surplus de force, de dire nous le savions, nous sommes accompagnés, on a construit cette entreprise et ce projet industriel, et c'est maintenant qu'on va le faire. Donc on l'a appelé la classe Phoenix parce que c'est de là d'où on vient en fait. Et vous êtes arrivé au Havre pour devenir armateur. Pourquoi le Havre? Et aujourd'hui vous êtes, quand j'ai préparé l'entretien, un des 2 seuls armateurs à Brest, si j'ai bien compris. Tout à fait, exactement. Ce qui est étonnant, puisqu'on pourrait imaginer qu'il y en a 30, mais non, il n'y en a pas. Tout à fait. Alors, l'idée à la base était de se dire que certainement la Pointe Bretagne était peut-être un centre entre Manche, Mer du Nord, le Golfe de Gascogne et les retours. La réalité, c'est que ce n'est pas tout le cas. C'est que les flux sont de toute façon concentrés autour de grands ports qui ont les compétences, les agréments logistiques, et qu'il existe. Et donc, on se rend très vite compte que on va construire des voiliers cargo modernes. Il nous faut une alliance stratégique dans un port qui va effectivement pouvoir permettre d'accueillir ces navires. On est en France, il faut pouvoir aller à Paris très souvent. Quand on habite Douarnenez, c'est plus la même. Donc, durant cette année 2018-2019, on a été voir Anvers, on a été voir Dunkerque, on a été voir Saint-Nazaire, et on est venu au Havre. Alors, on était déjà venu aux 500 ans. Moi, j'étais déjà venu au Havre faire des escales, des choses comme ça. Et on est assez vite tombé sous le charme. Je dis on est 2 cofondateurs, Diana, Messa et moi.
Il était donc évident qu'on allait déménager le siège de l'entreprise, mais on est aussi ensemble dans la vie. Et donc, on a 2 petites filles qui maintenant ont 5 et 10 ans. Donc, c'était aussi un choix de vie. On allait déménager, la boîte et nous, et quel allait être le choix stratégique qu'on faisait. Le Havre cochait beaucoup de cases, évidemment. Encore une belle place café, le premier port export vin et spiritueux d'Europe, me semble-t-il, et une vraie volonté à l'époque de Baptiste Morand chez Aropa, qui tout de suite nous intègre dans un des sièges qu'a Aropa à l'OMI, Clean Shipping, CSI, Clean Shipping Index. Donc on a des petites réductions sur les droits de port quand on vient là. Donc, et puis on voit tout de suite la cloche des dockers, le quai Jean Reynard, le 44, 45, 46, vous voyez au bout des grands bassins, là sur la gauche. On voit ce quai Jean Reynard de 400 mètres de long. Il est pour nous. Et c'est là où on va développer, remettre à neuf ces entrepôts-là. En tout cas, c'est l'idée. Quand nous, on arrive au Havre, on emménage à Saint-François en plein Covid, on se rend compte qu'il y a eu des Bretons ici de toute façon. Et en fait, le Havre est devenu notre ville et comme toute immigré, si je puis dire, en fait, je suis en tout cas devenu un hyper ambassadeur du Havre. Il n'y a pas plus Havrais que moi, même que j'allais dire complètement chauvin pour Havrais où que je sois. Et donc, on est très heureux ici. Alors, à titre perso, on habite là, on fait tout à vélo. Vous voyez où est le siège de l'entreprise, au-dessus des docks, 52 quai Frissard. La gare est juste là, donc on adore ce mode de vie qu'on a ici. Et à titre armatorial, on arrive dans une ville où, en fait, comme tu le disais, il n'y a pas d'armement dont les sièges sont au Havre. C'est-à-dire que les fonctions support type RH marin, type structuration financière dans le maritime, au Havre, les armateurs, il y a Sogestran évidemment, on les salue où qu'ils soient, c'est un très très bel armateur d'histoire plutôt fluviale, mais également dans le maritime, mais à Nantes, c'est la compagnie maritime nantaise, Sogestran. Quand on regarde un petit peu, il y a les abeilles, mais les abeilles, c'est un métier quand même très particulier. Il y a évidemment Drag Pilote qui en eux-mêmes sont des armateurs, mais bon, c'est pas non plus des armateurs hauturiers, on va dire. Et quand on regarde autour de nous, CMA, c'est Marseille, MSC, c'est Genève, etc. Donc il n'existe pas en tant que tel d'armateur havrais ici. Donc c'est à la fois on voit Delmas quand on vient, ils n'ont pas encore décroché le panneau depuis une quinzaine d'années là, mais on est évidemment dans nos petits souliers, dans nos petits complexes d'infériorité du petit breton arrivant dans le grand port, etc. Mais on se rend compte qu'effectivement, ces compétences armatoriales ici, il y a beaucoup de choses à créer sur l'aspect de navire, armement. L'étymologie d'armement, c'est mettre des bras sur les navires. Par contre, il y a au Havre une mine absolue de compétences chez les transitaires, freight forwarders, logisticiens, qui nous ont toujours accueillis de façon hyper sympa, pas d'a priori, constructive. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Seafrigo sur les exports US, par exemple. C'est dans leur entrepôt qu'on déconsolide là-bas. Et donc, on est devenu complètement havrais. Notre port d'attache, comme vous le voyez, c'est le Havre. Il y a écrit, et on est fiers de ça. Vous vous doutez que une usine à gaz comme Aropa, sur des petits navires comme nous, ça ne marche pas toujours très bien. En tout cas, on a fait 14 escales au Havre et on va en refaire une dans quelques jours. Donc, on est ravis. En tout cas, on va venir se montrer, on va faire les beaux, comme on dit. Et on travaille très, très bien dans aujourd'hui un port qu'on considère comme on considère que Roissy, c'est Paris. On considère que Fécamp, c'est le Havre. C'est notre arrière-boutique. Ici, on travaille très bien à Fécamp, qui est un port où finalement notre spécificité de navires assez petits, tirant d'eau assez limité, bigués, navires bigués, c'est-à-dire qui ont leur propre grue, nous permet à la fois de faire demi-tour, d'être très agile là-bas, où on a des droits de port, et où on n'a pas des sujets, on va dire, très lourds, qui sont les sujets classiques du portuaire, que chacun connaît ici, où là-bas on est beaucoup plus souple, c'est beaucoup moins cher, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, à vrai, l'armement, par définition, n'existe pas sur Terre, il n'existe que parce qu'il se projette sur le bleu, qui est 70% de la planète. On opère énormément sur New York, donc dans le port du New Jersey, Ports America, à une vingtaine de minutes de Manhattan. On a déjà 4e escale à Santa Marta en Colombie, donc la Sierra Nevada de Santa Marta, donc le nord-est de la Colombie. On a été au Guatemala, à Puerto Barrios, où on a pu donc concentrer d'ailleurs des origines de grands cafés de spécialité avec Belco. On va beaucoup au Brésil, à San Sebastião, donc au niveau de Santos, là. Voilà un peu nos ports d'opération et on touche beaucoup les Antilles françaises. On a été 5 fois en Guadeloupe et on va ouvrir certainement la Guyane en direct et la Martinique aussi. Donc des transatlantiques, comme c'est écrit dans le nom de Tote. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble une traversée, combien de temps elle prend par rapport à un navire classique et concrètement, c'est quoi, comment ça se passe à bord d'un navire comme celui-là? Alors,
un navire classique. Il est beaucoup plus gros. Il ne va pas en direct du Havre à New York. Il a une vingtaine de marins, dont 0 français. Il est sous un autre pavillon. Et on ne sait pas trop ce qui se passe, y compris le transitaire. C'est pas trop à quel bateau a été pris à quel moment. Nous, donc à la fois vos marchandises ou vous en tant que passagers, on a 6 cabines doubles. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. Donc, sur chaque traversée. Ah ouais, tout à fait. Ouais. On a là très couramment 3, 4, 5 passagers. Donc c'est un bon standing. C'est des cabines de 14 mètres carrés avec leur bloc sanitaire spécifique. Il y a 4 repas par jour. On est français, donc on mange bien, beaucoup, etc. Navire à peu près sec, mais et donc on part donc sur New York, on tient une vitesse de 9 nœuds et demi, ce qui fait que les 3400 nautiques sont parcourus en 16 jours. Et sur cette base-là qu'on part, vous n'êtes pas en croisière, vous n'êtes pas en plaisance, vous n'êtes pas non plus finalement confiné assez loin des grands officiers en passerelle. Vous êtes sur un navire de 80 mètres de long, de 12 mètres de large, touche-touche, des personnels d'exécution qui eux-mêmes sont français. Nous, nos matelots sont français. C'est pas des... par exemple des Indiens, des Philippins ou des gens qui sont déjà un petit peu là. Et donc on espère que vous n'êtes pas malade, que tout se passe bien, parce que voilà... Et donc cette navigation, alors typiquement sur New York, va se faire déjà sur une base de routage. Donc vous arrivez, vous avez tout un security briefing, mais vous avez aussi tout un plan routage. On va très vite vous expliquer les situations météo, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va, on doit arriver à telle date à New York, donc comment on va prendre la Manche, quand est-ce qu'on passera devant l'Irlande, est-ce qu'on prend plutôt la route nord, ce qu'on aime beaucoup parce qu'elle est orthodromique, n'est-ce pas, c'est la route directe, un peu comme l'avion, ou est-ce qu'on prend plein sud, parce que c'est là aussi où finalement on va aller beaucoup plus vite, on va aller à 12-13 nœuds. Et comment ? À cause des bancs. Ouais, parce que l'Alizé est là-bas, donc on a un facteur d'allongement de route, mais on va plus vite. Donc ça nous fait arriver sur là, quand on va relofer, du coup on va remonter nord après, à peu près devant la Caroline, là, sur New York, et ça nous permet de tenir les 17 jours de 16-17 jours de temps de transit. On pêche, il y avait des pilates, du yoga, des trucs comme ça. Il y a, alors certaines fois, il y a un musicien, certaines fois, voilà, il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a pas Holiday on Ice, il n'y a pas d'activité organisée pour vous. Il y a Internet, c'est un gros changement. Il y a quelque chose qui s'appelle Starlink, qui a complètement, on aime, on n'aime pas, mais pour nous, ça change complètement la donne par rapport à la fois du coût de l'accès à la donnée, mais aussi la capacité pour nos marins liés à leur famille. Puis vous, voilà, on peut télétravailler à bord aujourd'hui. Parfois, couper la vidéo, mais bon, voilà, ça marche. On a plein de DVD. On a alors partenariat avec Gallimard, je le mentionne. Gallimard nous a offert dans la collection blanche, donc on a 6 cabines de navire, donc 12 auteurs célèbres, donc 6 morts, en gros les romantiques du 19e siècle, donc on a George Sand, Maupassant, Victor Hugo, etc. Et puis 6 vivants qui ont le prix féminin, etc. La Claftine, Leila Slimani. Et donc on a les œuvres intégrales de ces auteurs-là dans chaque cabine, donc je crois que c'est les vivants à bâbord, les morts à tribord, peu importe. Donc vous aurez votre clé de cabine et vous serez peut-être dans la cabine Victor Hugo, et donc vous aurez les intégrales de Victor Hugo en blanche. Vous n'êtes pas obligé de les lire, mais elles sont là en tout cas, et ça fait partie, on va dire, d'un transport dans le sens émotionnel finalement du terme aussi. Sur un grand voilier, la temporalité change. Vous verrez que la vie du bord s'organise en quarts, c'est des rythmes de 4 heures, mais alors minuit 4 heures, 4 heures 8 heures, etc. On va vous allouer un quart, donc vous n'êtes pas obligé de tenir votre quart bien sûr, mais vous saurez que vous reverrez les mêmes têtes à peu près aux mêmes heures, etc. La discipline est, il y a des horaires, c'est pas non plus l'armée. Évidemment, nous sommes totalement équipés en tant qu'armement d'un point de vue médical ou secret médical, ou vous savez que le commandant à bord est officier de police judiciaire, qu'il est officier d'état civil, qu'il est seul maître à bord après Dieu. Donc on a quand même, on est donc plus de 500 UMS, on a un plein cargo sous ISM. On va, il y a les Coast Guards américains qui arrivent, on va parfois en Colombie, donc on se fait désosser par les douaniers. Donc on est à des niveaux de légalité, d'exigence, on est audité ISM, d'ailleurs on est très fiers de ça pour les spécialistes International Safety Management. Donc notre audit ISM est très positif, on est Croix de Malte de Bureau Veritas sur la qualité construction navire. Donc on est très fiers de ça et on fournit un service qui est différent, qui est sur le long terme. Qui sont les personnes à bord? Alors il y a des gens qui sont pris des vacances, qui voulaient le faire depuis longtemps, il y a des jeunes retraités, il y a des sortes d'Erasmus, enfin
Erasmus en Europe, mais qui ont des étudiants qui partent, voilà. Des profs virés par Trump, là, qui sont venus. Donc voilà les types de transats qu'on fait. Donc quand vous allez vers New York, grosso modo, il va faire froid, ça va bouger. Sachez-le, c'est dur l'Atlantique Nord. Quand vous allez sur Caraïbes, Colombie, démanché, ça reste dur. Golfe de Gascogne, ça va rester dur. Vous allez dire, qu'est-ce que je fais là? Mais au bout de 4-5 jours, subitement, vous serez en caleçon sur le pont. Il y aura des albatros et des poissons volants. Vous serez sous les tropiques et il fait... donc le navire va vite et tout se passe bien. Hein, je ne sais pas vous, mais moi, je suis plutôt convaincu. Je vais demander plus d'informations après. Tu parlais des équipages français. Là, pour la Transat, vous allez amarrer devant le NSM, qui est un lieu de formation des officiers de la marine marchande. Est-ce que vous arrivez justement avec cette proposition à être attractif pour ces publics-là? Comment vous constituez l'équipage et qu'est-ce que viennent chercher les gens qui montent à bord pour pouvoir conduire ces bateaux? En fait, nos navires légalement sont des cargos purs, hein, comme s'il n'y avait rien au-dessus du pont. Donc déjà, on est obligé de nous valider ce qu'on appelle des C1, ce qu'on appelle des commandants au long cours avant, hein, qui sont pleinement brevetés, certifiés, qui pourraient tout à fait prendre des porte-conteneurs de 400 mètres ou de ce genre de trucs, parce que sinon on ne partirait pas. Il y a un rôle d'équipage qui fait qu'on doit cocher un certain nombre de brevets à jour avant d'avoir tout simplement le droit d'appareiller. Donc on est de toute façon à ce niveau de technicité-là, mais à la limite, on pourrait, sous notre pavillon, qui est le registre international français, qui est bleu, blanc, rouge, mais qui est le deuxième registre, je ne rentre pas dans les détails, on pourrait en théorie n'avoir qu'un officier chef méca français. Un officier chef méca français, massivement avoir recours à des intérimaires du maritime, être massivement des personnels. Voilà, on a d'ailleurs quelques PEX, personnels d'exécution, type ivoirien, sénégalais, et tout, chacun sait, philippins, indiens, vietnamiens, sont des très bons marins, mais qui naviguent 3 fois plus longtemps et qui coûtent $300 par mois. 10 fois moins cher qu'un Français. On a fait le choix durant toute la première année et demie de mettre beaucoup de Français à bord, y compris dans les PEX. Les PEX, c'est les personnels d'exécution, donc sont des matelots, ne sont pas des officiers, parce que ils ont pas mal baroudé, ils ont fait des Belém, ils ont fait de l'Hermione, ils ont fait du Marité. Ils ont un sens marin qui nous a été extrêmement utile pour justement arriver à maîtriser cette flotte, et on a réussi à passer pas mal de PEX français en officiers aujourd'hui, et qui vont se retrouver également sur les futurs navires. On n'est pas ceux qui payons le mieux, clairement, mais on a aujourd'hui donc des marins très largement français, on en est content. Un petit élément où, c'est pas non plus Crésus ici, enfin je veux dire, l'argent ne tombe pas du ciel, au contraire, vous avez vu, on vit dans une période de guerre tout court, de guerre commerciale, de Trump, de tarifs qui font qu'en fait aujourd'hui il y a tout qui bouge sous nos pieds, et puis au milieu février dernier, il existe une loi sur les marins français qui date de 2015, donc pour nous ça fait depuis toujours, qui dit qu'il y a une exemption de charge sur les salaires des marins français sur les navires français. Donc ça fait partie de la règle du jeu, c'est comme ça qu'on s'assoit à table et qu'on joue. Et le budget, il roule, passé au 49.3, on n'a rien vu venir, il a mis fin à cet exo de charge, et ça nous coûte 30 000 € par mois, grosso modo, actuellement. Et encore une fois, on n'est pas une ONG, on n'est pas un centre de formation, et donc on est obligé de réduire la proportion de marins français, et on y va assez franchement, là, actuellement. Désolé, on reste une entreprise, et il faut qu'on tienne la viabilité. Et donc le marin français, vraiment pépite, on va l'utiliser en le montant en compétences et on va le faire essaimer. Typiquement, quelqu'un qui a déjà eu un an ou deux d'embarquement chez nous, qui soit Bosco, maître d'équipage, qui soit matelot, polyvalent. Parfois, il peut aller avec un commandant qui prend en main le navire après ses livraisons au Vietnam, et puis apporter énormément, parce qu'il a déjà bricolé le logiciel de routage, il connaît, voilà. Et donc, c'est ça qu'on va mettre en place, tout en gardant, nous, une formation. Alors, on a un lien avec le NSM, vous voyez très bien. La réalité, c'est qu'on est assez pratique, nous. On a mis en place, évidemment, donc notre ISM nous fait mettre en place un certain nombre de manuels qui sont, quand on est marin, on révise avant de venir chez nous. Il y a aussi des podcasts, il y a aussi des vidéos, il y a aussi des choses comme ça qu'on met en place, entre guillemets, en salle, avec une approche théorique navire, la théorie du voilier, la pratique du voilier, parce que c'est comme pas des choses intrado, extrado, à vous situer. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux d'entre vous qui sont un peu dans le maritime, vous savez qu'il y a un gros sujet sur l'évitement des collisions. Donc, il y a tout un chapitre, ce qu'on appelle Colregs, réglementation sur l'anti-collision. Donc, en gros, il y a des vecteurs, navire telle vitesse, navire telle angle, et puis il faut éviter passer devant, passer derrière. Nous, notre vitesse est non linéaire et il y a de la dérive. Donc, en fait, le NSM, ils ont
plus enseigné ça depuis une centaine d'années, grosso modo. Donc, et nous, on ne va pas forcément attendre que dans 15 ans, le NSM nous sorte un truc parce qu'il faut faire des PhD et il faut structurer un module. La STAB, pour ceux qui sont peut-être officiers de marine marchande ici, la STAB navire, c'est le gros module compliqué, mathématique, il faut calculer la STAB d'un navire. Depuis 100 ans, enfin depuis qu'en gros la STAB existe dans les études de marine marchande moderne, la gîte n'existe plus. Vous savez ce que c'est la gîte, hein? Nous on accepte jusqu'à 15 degrés de gîte, hein, donc nous on est comme ça, hein, la plupart du temps. C'est ce qu'on recherche, hein, et d'ailleurs on a du ballast latéral, ce qu'on appelle du matos, pour matosser, on met 60 tonnes d'eau au vent pour rééquilibrer le navire. Donc tout ça, ce sont des choses que nous on pratique de façon extrêmement quotidienne, qui sont évidemment sur des incidences hydrodynamiques, la forme de la coque, les pénétrations ne sont pas les mêmes, l'efficacité du gréement n'est pas la même, comment on règle quand on gîte ou pas, le cargo dans les cales doit être sécurisé, il ne faut pas tout se pète la gueule, etc. Et tout ça n'existe pas dans les cours, donc nous on le met, on avance parce qu'on est obligé, quand on veut être très décarboné, de faire beaucoup de voiles. Et certainement, le NSM, on s'adore avec François Lambert, hein, qu'on salue ici. Il fait d'ailleurs une table ronde le vendredi sur ces sujets de la loi Vélic, sur un sujet un peu politique qu'on est en train de passer avec monsieur Jean-Paul Lecoq, le député d'ici, et madame Firmin Lebaudot, la députée de là-bas, qui sont très actifs d'ailleurs sur une loi, entre guillemets, pour nous, qui n'est pas encore passée, puisque la situation, c'est un peu verdun en politique, là. Mais voilà, en tout cas, comment nous, on doit former ces marins à partir de rien. Et on parie sur le marin français. Oh, il y a 2-3 Belges, il y a un Italien, etc. Mais c'est aussi des marins, on va dire, qui viennent de cette culture où ils ont commencé l'optimiste petit et ils apportent ce supplément quasi extra-curriculaire, en fait, de compétences maritimes, de sens marin à la voile, là où, finalement, ça n'existe pas dans les diplômes. Marin homme et marin femme, puisque... En tout cas, on ne dit pas marine comme chacun sait. Hein. Chez vous, c'est une D'ailleurs, on ne dit jamais marine. Importante de marins, femmes, à la différence du secteur qui emploie beaucoup d'hommes. Alors, les navires qu'on voit passer devant la plage, ici, ce ne sont pas des navires français. Hein. Donc, c'est grosso modo un taux de féminisation inférieur à 0,5%. Hein, et comme je le disais, il n'y a pas de français. En gros, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de français. Et c'est des gens... Alors... au Vietnam, là, donc c'est des périodes d'embauche de 6 mois, ils naviguent 5 mois. Hein, et c'est $250 par mois. Voilà la réalité de la marine marchande moderne. Nous, on est sur des marins français sous pavillon français. Et puis, on a eu des CV de filles, donc on adore, évidemment, mais pas au point d'arriver à 45%. Parce qu'aujourd'hui, on a 45% de féminisation sous pavillon français, donc navire français, marin principalement français. Cette féminisation est à 4%. Qu'est-ce que sont les navires pavillon français? C'est justement les dragues, les pilotes, les câbliers, des navires un peu stratégiques, supply UMR, des énergies marines renouvelables ou autres. Nous, on avait donc... évidemment, on adore les filles et également d'une certaine façon leur sens marin qu'on a réussi à retrouver dans ces compétences-là. Je le mentionne parce que c'est important. Avant l'appareillage, avant même la livraison d'Artemis, donc nous on avait prépositionné en pré-armement nos marins. Et puis on nous a dit qu'il y avait eu des textos. Ah bon, c'est quoi cette histoire? Ah bon? Et puis on a creusé. Et puis en fait, on s'est rendu compte que le commandant, 52 ans, était en train de tomber amoureux de la matelote de 22 ans. Qui n'a pas du tout le même diplôme, subordination complète, le second peut rien faire, enfin voilà. Donc il nous est conseillé dans ces cas-là de rien dire, de serrer les dents, on ramène le bateau. Non, ça ne le fait pas. Non, on est des grandes personnes. Enfin, je veux dire, ils vont partir 80 jours en mer, traverser l'océan Indien, mais il va la violer, je suis désolé. Et je ne peux pas laisser faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vire la matelote. C'est beaucoup plus simple de remplacer un matelot par un matelot que de changer notre commandant. Ok, on fait ça. Non, on va pas faire ça, c'est pas possible. Donc en fait, il était en période d'essai et donc on l'a fait revenir, on l'a remplacé, on a immobilisé le navire 15 jours pour retrouver un commandant, nanana, ça nous a coûté 50 000 balles. Ceci dit, c'est pratique chez nous, qui existe énormément partout, évidemment, qui existe beaucoup dans la marine marchande. Chez nous, entre guillemets, on n'est jamais à l'abri d'ailleurs. Il faut toujours rester humble par rapport à ça, mais on lui a coupé la tête. Hein. Les filles, elles ont été entendues direct au consulat, chez le mec, voilà. On n'a jamais plutôt recruté des filles que des gars. On ne fait pas non plus de discrimination. Hein. Mais je pense que nos navires sont réputés comme étant une safe zone à cet endroit-là. Donc il y a en gros la moitié de filles à bord. Je pense que nos gars, donc on les screen aussi, plus.
c'est important, même si on ne peut pas tout savoir, mais quand il y a des sujets de discrimination, quelle qu'elle soit, raciale, d'harcèlement moral, etc. Et puis je pense que naturellement, quand on arrive à une certaine proportion de filles, les gars apprennent à se tenir un peu mieux. Et donc le mot passe, et on a beaucoup de CV de filles, on est très content de ça. On a une commandante, Gwenola, qui est une des personnes qui, à la voile, et je trouve... maîtrise le mieux notre gréement, les systèmes météo. Et donc, voilà, on est ravis de ça. On discrimine pas contre les gars, mais on est ravis d'avoir ces filles à bord. Oui, c'est un métier pour filles, et elles sont super, les filles, elles sont meilleures, elles gèrent mieux le stress, elles arrondissent les angles, et elles savent créer, je pense, quelque chose qui nous va en termes de valeur. Il n'y a plus du tout l'aspect physique, gros bras, parce que nous, tout est mécanisé aussi. Et je pense qu'au contraire, c'est savoir gérer ses peurs, savoir gérer ses limites de compétences, qu'il faut évidemment en permanence transgresser chez nous. Et donc, on est à peu près toujours, on est un peu monté d'ailleurs, je crois qu'on est à 47, 48, là, un gars qui est parti, une fille qui est arrivée, donc y compris chez les PEX. Guillaume, j'ai encore beaucoup de questions, malheureusement. Pardon, ça dure, je suis pas assez concis. J'aimerais bien pouvoir passer la parole aux personnes qui sont ici présentes. Peut-être une dernière question. Quelle est ta vision de Tote dans 10 ans? En 2035, idéalement, Tote, ça ressemble à quoi? Non, mais déjà, il faut qu'on vive, il faut qu'on survive, il ne faut pas qu'on crève. N'oublions jamais ça. Un entrepreneur est toujours là, la falaise est là, n'est pas loin. On a ces 8 navires qui arrivent. Seront-ils les 8 sur des routes type Normandie, Fécamp-le Havre, New York, Café? Je ne pense pas. Certainement, ces navires seront exploités sur d'autres mers, d'autres océans. Il y en aura probablement en Méditerranée. Il y en aura probablement certains dans la Caraïbe, dans le Pacifique Sud. Ce sont des navires dont le tirant d'eau limité et les équipements à bord, en fait, les rendent très pertinents sur des zones genre Fidji, Marshall, etc., où les gens veulent nous acheter des navires. On est aussi en train d'investir pas mal dans de la R&D, nous. En gros, on a des navires qui sont à propulsion principale vélique. Je vais commencer par ça. Ce ne sont pas des navires éoliques. Ce ne sont pas des navires à ailes. Les navires à ailes, maman, les petits bateaux ont-ils des ailes? Bah non, ils n'ont pas d'ailes. Sinon, c'est des bateaux moteurs. C'est plus des voiliers. Vous comprenez les histoires d'incidents, c'est d'ouvrir le gréement. Donc nous, on est au bout de ce que les technologies existantes nous permettent de faire en termes de taille de navire sur cette propulsion principale vélique. On ne pourrait pas construire beaucoup plus gros, sauf à devenir des motor sailors, des navires à moteur, et donc de voir un bilan carbone unitaire qui se casserait la gueule, voire qui deviendrait pire que les porte-conteneurs. Et donc on investit là dans un projet de R&D qui s'appelle 2SV2 pour mettre en place des gréements biplans, auto-effaçables, pivotants, pour envisager de faire des vraquiers ou des porte-conteneurs en propulsion principale vélique. Donc si on parle sur des 10 ans, on va peut-être aller vers plus de tech, plus d'équipements à bord, y compris nos propres navires. Ça se ferait certainement avec des acteurs industriels. Je ne vais pas devenir MSC comme ça. Les volumes sont... je rappelle qu'il y a 13 milliards de tonnes transportées. Nous, c'est 1000 dans nos cales. Donc voilà vers ce quoi on avance. Certainement, on est en train de créer ce terminal Havrais. On envisage de le faire à Brooklyn. On doit gérer des opérations de façon plus optimale que tous les ports... mafieux d'en face, je le dis parce que c'est connu, les dockers chez des Siciliens à New York. Et certainement, on est en train de discuter d'ouverture de filiales peut-être autour du Vietnam, justement, où certains de nos navires pourraient être utiles dans le Pacifique, des sujets de maintenance. Donc voilà comment on se projette. Par contre, on reste au Havre. Notre siège au Havre, je reste rue Bougainville. Et j'ai pas prévu de déménager. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, déjà deux. Merci, c'était passionnant. Je voulais savoir quel est le coût du conteneur de votre solution versus la solution 95 ou 99%, quoi. Oui, 99,99%, tout à fait, du transport dit conventionnel, que j'appelle volontiers le transport climaticide. On ne transporte pas de porte-conteneurs, on ne transporte pas de conteneurs, pardon. On transporte des palettes. Après, on met des palettes dans les conteneurs, donc on peut quand même comparer. Tout dépend des trades. On a exporté un plein navire il n'y a pas longtemps sur Cuba. On était moins cher. Que le trade existant, parce que c'est très mal desservi, c'est très cher, il y a plein de contraintes. Le client, c'était Havana Club. On a fait un Porto Havana Club. On a fait une solution qui était rémunératrice pour nous, qui était moins chère que l'existant. Sur les grandes routes type New York, alors, petit propos liminaire mais rapide, un des indices les plus volatiles au monde, c'est l'indice des taux de fret. Entre fin 23
Et maintenant, un conteneur au départ du Havre qui vaut actuellement $800 le 40 pieds valait il y a moins d'un an et demi $13 000. C'est comme si vous me disiez votre baguette à 1,50 €, est-ce qu'elle est plus chère que la baguette? Mais en fait, la baguette, elle coûte 10 centimes, mais elle coûtait 15 €. Donc en fait, nous, on propose des contrats à terme où il y a une stabilité des prix. On est environ 2 fois moins cher que les prix du transport maritime d'il y a un an et demi. On est environ 2 fois plus cher que les prix du transport maritime de maintenant, on va dire. Et on est toujours 6 ou 7 fois moins cher que l'aérien, qui est beaucoup utilisé par certains de nos chargeurs par ailleurs. Donc, ils passent souvent de l'avion directement à nos navires. Et donc, voilà à peu près ce à quoi la façon dont on peut se comparer. Donc, on est un peu plus cher aujourd'hui face à des prix qui sont extrêmement volatiles. Actuellement, CMA pratique des prix extrêmement peu chers sur l'export US parce qu'ils veulent tordre le cou à Maersk en baissant les prix durablement. Nous, on a un tarif qui est parallèle, qui est décorrélé des tarifs du shipping, mais les gens comparent toujours un peu. Donc les taux de fret sont très 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 peu chers actuellement. Donc à un instant T, on a un peu plus cher. Mais de là où on vient, notamment les vieux gréements, aujourd'hui, export New York, tout compris, une palette d'1 tonne. Nous, on fournit de l'ordre de 500 € à peu près. À l'époque des vieux gréements, on était à 5000. C'est ce que ça vaut à peu près sur un avion. Aujourd'hui, si vous mettez les THC, le transit, vous aurez un tarif à la palette en conteneur de l'ordre de 200-220. Voilà. Donc, c'est 2 fois plus cher. Mais chez nous, on va gagner du temps. Je ne l'ai pas mentionné, mais une palette de vin rentre dans un conteneur ici, on ressort dans le New Jersey, il se passe environ 35 jours. Chez nous, ça va plutôt être 20. Donc en fait, vous êtes chargeur, vous gagnez en immobilisation capitalistique de votre produit. Il est disponible plus rapidement. Souvent, le chargeur, sur des vins fins, vins bio, vins pétillants, choisit du reefer, du conteneur réfrigéré. Parce qu'à l'intérieur du conteneur, il y a un effet four, y compris en mi-saison, où les bouchons sautent, où le vin est un peu cuit dedans. Et donc, en fait, de facto, le chargeur, aujourd'hui, il va payer sur un reefer à peu près le prix qu'il paye chez nous. Nous, on utilise le fait que la température de l'eau de mer soit très stable et que, grosso modo, nos gradients thermiques soient très limités de l'ordre d'un Celsius par 24 heures. Donc, on vend autre chose. On ne vend pas exactement le conteneur. Il n'y a aucun problème à aller acheter du conteneur, il y en a partout. Nous, on n'est pas du tout on n'est pas des curés, on n'est pas en train de donner du bien ou du mal autour de ça. Les gens qui viennent chez nous viennent chercher autre chose. Ils viennent chercher un temps de transit, ils viennent chercher une qualité de transport, ils viennent chercher également un levier qui permet de remotiver leurs équipes en interne. Ils viennent chercher une image de marque. Donc, c'est pas exact. Ils ont aussi du marketing sur leurs produits. Et je n'ai même pas mentionné la décarbonation. Parce que c'est aussi ce qu'ils viennent chercher, leur scope 3, leur RSE, etc. Une dernière question. Oui. Bonjour. Une question concernant comment vous allez convaincre des futurs clients de vous faire confiance et de transporter tout type de marchandises en fait. Et quel est l'éventail de marchandises que vous pouvez embarquer sur les voiliers? Oui. Donc, j'évoquais un peu les quelques arguments commerciaux qu'on a. On est plus rapide, plus quali, plus marketable, etc. Donc ça s'applique évidemment sur des produits à terroir. Le café, c'est un produit à terroir. Le cacao, c'est le vin spiritueux, etc. Il se trouve qu'on transporte aussi énormément de healthcare, de pharma, qui sont pleins de fric, mais qui ne savent pas décarboner. Parce que justement, on a des ranges de température qui vont bien chez eux. On transporte aussi, là on va au Brésil, on charge le 27 prochain là, à Fécamp. On a des pièces de moteur pour l'aviation. On a des trucs genre de gluten, là, de panification, mais genre une centaine de tonnes. On a, je ne sais plus tout ce qu'on a d'ailleurs, mais on a pas mal de choses qui sont très diversifiées où finalement... qu'est-ce qu'on a encore vers le Brésil? Est-ce qu'il y a vraiment des cosmétiques? Un peu. C'est aussi intéressant comme secteur. Donc nous, on a deux façons de... Enfin, il y a ce qu'on appelle les horizontales, c'est les routes. La westbound US, elle est premium, elle coûte cher. La eastbound du café, donc qui revient, elle est chère et c'est là où on gagne notre vie. Comment on est capable de ne pas y aller vide ou vous voyez ce que je veux dire, ou en revenir vide? On a une politique de prix radicale où justement là, on est moins cher. Je disais, on parle d'un seul prix, mais en fait, il n'y a pas d'un seul prix. Tout le monde pratique 150 prix, ça dépend d'où on va. Et donc, on est même moins cher que le shipping conventionnel.
Et donc il y a les verticales, donc j'ai divisé les secteurs, en gros, cosmétiques, vins spiritueux, etc. Et on travaille spécifiquement chacune des verticales où il y a un énorme potentiel. Je pense surtout on doit se faire mieux connaître, savoir qu'on existe, qu'on n'est pas juste des... Et donc c'est aussi ce sur quoi on est en train de travailler. Cette semaine est arrivée chez nous notre directrice commerciale. On est content, ça faisait longtemps qu'on cherchait à stabiliser ce poste qui est fait. Et on va l'annoncer aussi, on a un DG qui arrive la semaine prochaine. Donc nous, Diana, moi, cofondateur, etc., on a aussi besoin de structurer l'entreprise, c'est ce qu'on est en train de faire. On a besoin de retrouver la signification du mot vacances ou week-end ou nuit, ce qu'on a quand même un peu perdu depuis au moins 4 ou 5 ans là, et c'est aussi ce qu'on est en train de faire pour ça. Les gars, c'est des spécialistes de vente de transport, et encore une fois, il y a le conteneur à $17 000, les gens payaient. On a l'impression, il y a plein de gens qui me disent, il y a plein de gens qui me disent le prix du transport, qui connaissent rien au prix du transport. La réalité, c'est qu'en fait, on est aussi sur une existence d'un marché émergent qui est en train de se développer de façon exponentielle parce que les gens nous appellent croyant appeler Neoline, ils appellent Neoline, ils nous appellent. Et en fait, on se rend compte que début d'année, il y a 1 an et demi, on exportait des vins, des champagnes, des cognacs, des bouteilles à, on va dire, plus de $50 pièce. Enfin. Ethic Drinks, ça va finir d'ailleurs la réponse, c'est des vins bio à $15, $10-15, des très bons vins, Sauvignon Blanc, Côte-du-Rhône, avec un label, je ne l'ai pas mentionné, on a un label qui s'appelle Anemos, ils en ont mis 100 palettes, et donc au dos de la bouteille, vous pouvez retrouver un QR code, donc en anglais, c'est aux États-Unis. Donc, Sale by Ship Power, il y a un code alphanumérique, vous pouvez le rentrer dans l'appli ou flasher tout simplement le QR code et vous vous retrouvez sur la trace GPS du navire, donc qui est orange au moteur, verte à la voile, les poissons volants, qui explique qui est l'équipage, qui explique quels ont été les degrés d'utilisation du moteur, l'arrivée à New York, la Statue de la Liberté, etc. Et donc ça, c'est 100 palettes qu'ils ont exportées, c'était en août qu'on a exporté ça, ils voulaient les mettre à poste pour les vendre d'ici les fêtes, enfin en gros, et ils les ont déjà vendus. Donc on est content, on parie aussi sur le fait que le transport chez nous n'est pas qu'un transport invisible, c'est décarboné, circulé, il n'y a rien à voir, tout le monde s'en fout. Non, au contraire, c'est un transport qui a vocation à faire du B2B2C. Un des gros partenaires qu'on a, qui a fait William aux États-Unis, enfin au Canada, labellise systématiquement tous ces paquets de café sur lesquels il y a des voiliers qui sont mis en avant. Ils les vendent beaucoup plus vite dans des Costco, dans des Trader Joe's, qui sont d'immenses chaînes de distribution. Voilà. Et donc, c'est là où les volumes également partent très vite. Ça se vend très bien. Et donc, on doit se rapprocher du client final pour faire émerger une source de valeur. C'est ça qu'on fait. Le café d'Agobert, là, qui sera d'ailleurs dans les cales, si vous êtes à bord là, dans quelques jours, vous verrez, ça sent cette odeur de blé là, du café vert. Il y en a une 40 tonnes pour les Biocup. Ils seront tous labellisés dans les Biocup à partir de la fin de l'année. On pense qu'il est important de montrer au consommateur final toute cette donnée-là. C'est pas que les gens ne sont pas plus cons que les autres, c'est juste qu'on n'a aucune info. C'est de l'opacité que vient l'ignorance dans le shipping. Nous, on va tout simplement dire que le vent d'ouest nous porte à l'est, que voilà, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive. Guillaume, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ta venue, pour cette présentation. Ça donne envie d'en savoir plus. Je vous propose qu'on continue à discuter à côté en mangeant un morceau.